Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour oser la reconversion. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode avant les vacances d'été. Je vous donne rendez-vous à la rentrée et d'ici là, vous pouvez en profiter pour découvrir ou redécouvrir les invités de cette première saison avec des parcours très variés. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram @clairevirose et rejoindre le groupe Facebook privé du podcast pour suivre les actualités du podcast. Je vous réserve des surprises pour cet été. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, quelques mots sur Mempacap, l'organisme d'accompagnement professionnel fondé par Sixtine que j'ai reçu dans le dernier épisode d'Oser la reconversion. Profitez d'un bilan de compétences entièrement digital, accessible n'importe où avec Mempacap. Pendant 10 semaines, faites le point toutes les semaines avec un professionnel lors d'un coaching personnalisé en visio et bénéficiez de 2h30 de formation par semaine. La clé pour enfin trouver un projet professionnel qui a du sens et qui s'adapte à votre projet de vie. Ce bilan de compétences peut se financer entièrement via le CPF. Mempacap vous aidera à trouver le financement adapté parmi les dispositifs existants pour financer votre bilan de compétences avec Mempacap et également votre futur projet professionnel. Et surprise, pour les auditeurs d'Oser la reconversion, le bilan de compétences passe à 1 540 € au lieu de 1 590 € sur www.mempacap.fr/oser. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Julie, ancienne ingénieure dans le BTP, devenue naturopathe. Vous pouvez la suivre sur Instagram sous le pseudo Julie Aimée Naturopathe. Après une école d'ingénieur, Julie devient ingénieure dans le BTP et se spécialise en développement durable. Ingénieur, un métier qui faisait rêver son père. Mais très vite, Julie ne supporte pas les pratiques de l'entreprise. Elle se retrouve à bidouiller les chiffres, présenter des rapports, pour montrer que les projets sont conformes à l'écologie, alors qu'ils ne sont pas vraiment. À cela s'ajoute le stress, un milieu d'hommes parfois machistes. Julie a également des problèmes de poids et de santé liés au stress. Elle décide alors de reprendre sa santé en main, et c'est le déclic. Elle souhaite devenir naturopathe. Julie décide alors de se former les week-ends dans une école de naturopathie pendant 3 ans, en même temps que son métier d'ingénieur. Après 10 ans en tant qu'ingénieure, Julie devient naturopathe à son compte. Elle exerce aujourd'hui en son activité depuis 5 ans et propose notamment des consultations avec des particuliers, des interventions en entreprise pour le bien-être des salariés et est très active sur les réseaux sociaux. Alors avec Julie, on a parlé de son métier d'ingénieur, comment travailler dans un milieu d'hommes, sa vision du féminisme, comment décider de vivre sa vie pour soi et non pour ses parents, et sa passion pour la naturopathie. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci beaucoup pour cet accueil. Alors j'ai hâte d'en savoir plus sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Oui, actuellement je suis naturopathe. Alors, je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de recevoir une naturopathe dans Oser la reconversion parce que c'est un métier qui fait rêver beaucoup en ce moment, je pense. Et ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ton parcours ? Oui, alors mon premier métier, en fait, c'était ingénieur. En fait, pour vous raconter un petit peu, j'ai grandi à la campagne avec beaucoup de fleurs, d'animaux, etc. Et puis, en fait, je me suis jamais trop posé la question de ce que j'allais faire plus tard, puisque c'était très, on va dire, fixé par mes parents et notamment par mon père. C'est ma fille, tu feras des études scientifiques, tu seras ingénieur. Donc voilà, en fait, je m'étais même pas posé la question de qu'est-ce que je vais faire parce que je savais que j'allais faire ça. Alors, du coup, j'ai fait ingénieur, mais ma condition, c'était quand même d'intégrer une école avec une option énergétique et environnement, parce que l'environnement, c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment depuis toute petite. Et puis à la fin de ce cursus d'ingénieur, j'ai fait un stage de fin d'études comme tout le monde, et en fait, je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas du tout. Je me suis dit non, mais en fait, on devait faire comment ça s'appelle, des examens d'usine pour voir comment elle polluait. Et en fait, quand on avait les résultats qui étaient l'usine polluée, ah ok, donc il faut qu'on change les résultats pour dire que l'usine ne pollue pas. Donc c'était pas du tout ce qui me plaisait. Donc je me suis dit bon, je vais continuer mes études. Donc après ces études d'ingénieur, j'ai fait un master spécialisé à HEC dans le management du développement durable.
qui me paraissait, voilà, qui était la touche un petit peu, enfin pas communication, mais en tout cas voilà, école de commerce, qui était assez, je trouvais assez pertinente avec un diplôme d'ingénieur. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et suite à ça, j'ai été embauchée dans une grosse boîte de BTP pour m'occuper du développement durable. Alors en plus, mon père était super content parce que lui, il travaillait dans les BTP, donc voilà. Je ralliais les convictions familiales avec mon métier qui était développement durable. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé pour une femme, Christine, qui était ma chef et qui était vraiment super. On a vraiment vu évoluer le développement durable, on a mis en place des actions, etc. Et puis, au bout d'un moment, au bout de 5 ans, je me suis dit, bah, il faut un petit peu que j'évolue, quoi. Donc, je suis partie dans la filiale internationale, toujours de cette grosse boîte. Et là, en fait, j'ai eu un chef qui ça n'allait pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... Enfin, j'étais vraiment dans une filiale, on va dire, terrain. Donc, j'allais beaucoup sur le terrain. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, en fait, entre ce qu'on disait au siège et ce qui se passait au terrain, il y avait quand même un grand écart. Voilà. Et en fait, mon job, c'était de montrer, en tout cas par écrit, qu'on faisait des choses super bien alors que c'était pas le cas. Il y avait ça, donc qui commençait un petit peu à me titiller, plus ambiance de grosse boîte, c'est-à-dire il y a un peu la cour d'école, hein, la cour de récréation, plus par-dessus ça, on va dire l'employé moyen dans cette boîte, c'était un homme de 50 ans. Donc la petite blonde, bah, forcément des remarques macho. Enfin, je suis arrivée un jour en réunion, en fait, le directeur m'a pas serré la main. Voilà, parce que j'étais une femme, donc ça sert à rien. Heureusement, à l'époque, j'avais un chef qui était bien et m'a dit, bah tiens, je te présente Julie. Enfin, bon. Donc voilà un peu le cadre. Puis, on travaillait aussi comme des malades. Et en fait, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait vraiment pas de sens pour moi. Et donc, je cherchais en vain à trouver. Je cherchais pas vraiment une reconversion, mais en fait, il fallait que je cherche d'abord en qu'est-ce que je voulais faire exactement. Et ça a été très, très, très. Ça a été long. Bah, ça m'a pris quasi 5 ans aussi. Et pourquoi tu t'es pas dit parce que ingénieur, justement, c'est vrai que c'est un milieu d'hommes, mais plus ou moins en fait, et c'est vrai que j'imagine que dans le BTP c'est encore pire, c'est pire que tout. Tu t'es pas dit peut-être je vais juste m'orienter dans un autre domaine un peu? Bah en fait j'avais des collègues qui avaient fait le même parcours que moi, j'étais toujours en contact et en fait je me rendais compte mais c'est partout pareil en fait, c'est partout pareil. Voilà, sauf peut-être, alors j'exagère, mais sauf peut-être petite boîte, mais en fait, travailler aussi peut-être pour les autres, faire semblant, et surtout être dépendant d'un chef et on sait jamais sur qui on va tomber. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, voilà. Et en fait, il y a dans cette entreprise, en fait, ça m'a fait perdre toute confiance en fait avec les personnes avec qui je travaillais. Parce que j'avais une chef qu'on avait mise, qui avait quasi le même âge, donc j'ai eu du mal à l'accepter, mais après je me suis dit bon ok, enfin voilà, elle a fait le plus de trucs que moi, c'est ok. Et quand elle est arrivée, bah, j'étais super contente parce qu'on était que toutes les deux. Et on a vachement, je lui ai vachement partagé comment ça marchait le service, etc. parce qu'elle savait pas du tout. Et en fait, au bout de 6 mois, quand elle a eu tout en main, et genre elle m'a dit mais en fait t'es pas ma copine quoi, reste à ta place. Et à partir de ce moment-là, les rôles se sont vraiment inversés. Et genre, elle m'a dit, bah, maintenant c'est moi la chef et maintenant t'exécutes, quoi. Et ça s'est pas très bien passé. Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est beaucoup de déception. C'est beaucoup de déception. Et dans l'entreprise aussi, alors peut-être que dans d'autres boîtes c'est pareil, mais j'ai pas l'impression. C'est celui qui montre, qui en fait le plus, qui passe devant, ou alors qui passe un peu plus de temps, on va dire intime, avec le chef, le big boss, voilà. Et ça marche aussi. Donc, Oui, moi je sais que j'étais avocate avant et on disait qu'il y avait un peu faire de la chaise.
Mm. Ou voilà, même si tu as terminé, tu restes le soir. Ou alors, je voyais bien les gens qui partent tout de suite après que le boss est parti, voilà, ou qui arrivent tout de suite avant. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, c'est un truc qui m'a toujours énervée parce Mm. que moi, je suis quelqu'un d'assez vrai. Oui. Et en fait, ça m'énervait de devoir faire semblant parce que je trouvais qu'en fait, ça ne servait à rien, en fait. Et toi, en fait, tu as eu l'impression que tu avais fait ça vraiment en fait pour ton père. Et est-ce que tu t'en avais conscience quand ça s'est venu plus tard, ça, ou tu t'en avais conscience immédiatement que tu faisais ça un peu pour ton père? Non, j'en avais pas conscience parce que je considérais que c'était, comme j'avais été éduquée avec cette notion que ingénieur, c'est, il disait la voie royale, quoi. Pour moi, oui, il me fait parce que si tu fais ça, après tu pourras tout faire. Ce qui n'est pas faux en soi. Donc, et puis à l'école, voilà, je me souviens en bac S, les 80% de mes camarades après ils faisaient des écoles d'ingénieurs aussi, quoi. Donc c'est vrai que c'était, on garantissait, j'avais la possibilité de faire les études, donc c'était ok pour moi. Et puis voilà, je trouvais ça aussi assez bien d'être une femme ingénieure, quoi. Je trouvais ça un peu valorisant. Oui, c'est marrant parce que moi, je sais que mes parents me disaient la même chose. Et puis, en fait, c'est marrant parce qu'ils me disaient, tu pourras tout faire après, mais en même temps, déjà, ils n'avaient pas forcément envie que je fasse tout après non plus. Oui. Et puis, en fait, c'est bizarre quand même de faire quelque chose pour ensuite pouvoir tout faire après. Finalement, avec le recul, je trouve que c'est très bizarre Oui. Non, mais... comme façon de penser. Après, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des études ou des métiers pour leurs parents. Et je voudrais justement ta vision sur ça, parce que c'est vrai que moi, c'est pareil. En fait, j'ai été poussée par mes parents pour être avocate et j'étais avocate fiscaliste. Et justement, c'est un milieu plutôt d'hommes, hein, parce que les finances, tout ça. Et, euh, et en fait, moi, ma mère voulait que je fasse un métier d'homme pour un peu prouver aux hommes, voilà, ma fille, elle peut faire comme les hommes. Et je trouve que justement, il y a beaucoup de féministes qui sont un peu dans ce côté-là. Voilà, les femmes, elles peuvent faire pareil. Et en fait, moi, finalement, je suis un peu dans l'autre côté où je me dis, bah, finalement, être féministe, c'est justement pas avoir de métier d'homme, de métier femme, c'est pouvoir faire ce qu'on veut. Et on n'a pas à se forcer à faire des métiers d'homme pour montrer qu'on peut le faire. Parce que pour moi, c'est sûr qu'on peut le faire. Est-ce que toi, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta vision un peu du féminisme, des métiers d'hommes et tout ça après l'avoir fait justement? Ouais. Je pense qu'il y a, c'est en évolution, mais il y a encore beaucoup de chemin. Il y a encore beaucoup de chemin. Moi, ma mère, non, pas trop. En revanche, j'ai une grande sœur, qui était ingénieure aussi, et à la limite, c'était plutôt elle qui me challengeait par rapport à ça. Mais alors, pour le coup, ingénieur, moi, ça me permettait aussi enfin, de garantir un minimum de salaire parce que ma mère était mère au foyer et, euh, et c'était pas cool pour elle. Et je pense que plus d'une fois, elle aurait voulu se séparer de mon père et qu'elle pouvait pas parce qu'elle était femme au foyer, quoi. Ouais, après je trouve que, enfin, on peut aussi faire des métiers bien payés sans forcément faire des métiers d'hommes en fait. Je trouve qu'il y a une Oui, association qui est un peu, complètement. Non, mais complètement. Après, au niveau du féminisme, je l'ai. Ouais. Après, c'est compliqué parce que c'est vrai que sur le chantier, alors c'est marrant parce que comme j'étais à l'international, par exemple dans des pays comme la Thaïlande, il n'y a pas du tout cette notion d'homme-femme. En fait, il y a beaucoup enfin, ils sont très équivalents. Et sur les chantiers, on trouve à la fois des hommes et des femmes. En fait, en Asie, c'est très équilibré. ouais, et c'est marrant parce que c'est pas forcément enfin Oui, pas une idée qu'on aurait justement. oui, ouais, ouais, non, mais complètement. C'était très bizarre. Après, le gros problème, en fait, c'est au niveau de l'évolution et à partir du moment où on change, on devient manager, directeur, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de femmes, malheureusement. Et que l'évolution est compliquée. Et en fait, moi, j'ai remarqué, en tout cas dans cette grosse boîte, que il y avait deux catégories de femmes qui réussissaient. Alors, c'est vraiment, on va dire grosso modo, c'est soit des femmes qui font encore plus peur que les hommes,
soit des femmes qui ont eu une affaire avec le directeur. Ah ouais. Ben, franchement, les femmes qui font plus peur, moi aussi, je l'ai vécu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté. Moi, j'ai fait plein de sacrifices sur ma vie Oui. perso. Et donc, toi aussi, tu dois les faire. Et en fait, elles sont encore plus dures. Mm. Parce que Ouais. elles sont passées par là. Et je pense que justement, elles ont peut-être tiré un trait sur plein de trucs. Et qu'elles se disent, bah, pourquoi toi, tu pourrais tout avoir alors que moi, j'ai pas pu. Ouais, non, mais elles sont hyper dures. C'est vrai qu'il y a un côté aigri aussi, peut-être. Mais ouais, ça Et faisait. puis après, ce qui est horrible, c'est que en fait, on se dit, mais comment ça peut évoluer? Parce que toutes les personnes qui sont ouvertes d'esprit, ben, en fait, elles partent et elles se reconvertissent. Donc, du coup, c'est vrai que moi, je commence à me dire, mais comment ça peut évoluer dans toutes ces grosses boîtes? Parce que c'est les mêmes personnes un peu qui restent, en fait. Oui, c'est ça. En fait, c'est les planques. Il y a énormément de personnes dans la boîte à laquelle j'étais, c'était les planques. Voilà. Parce qu'ils assurent avoir un salaire à la fin du mois et ils font pas grand-chose, mais ils papotent beaucoup. Ils font croire en tout cas qu'ils travaillent ou alors ils prennent des stagiaires pour faire voilà, pour s'approprier leur travail et ils sont tranquilles, quoi. Voilà. Alors, toi, t'es resté à peu près 10 ans Oui. dans cette boîte. C'est quand même assez long, hein. Oui. Donc, tu as eu pas mal de petites déceptions, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un événement? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Ça a été la goutte d'eau? Oui, ça a été la goutte d'eau, mais quand j'étais déjà en reconversion de naturopathe. Et en fait, à la fin de ma reconversion, non, c'était au milieu. En fait, quand j'ai décidé de devenir naturopathe, je me suis dit bon, ok, fais ça tout doucement, quitte pas ton travail, etc. Donc j'ai choisi de faire une formation hors temps de travail. Donc j'avais le travail la semaine, du lundi au vendredi, et le boulot le week-end. Enfin, l'école le week-end, le samedi et le dimanche, 9h-18h, une semaine sur deux. Bon, heureusement. Mais c'était quand même assez dense, on va dire. Et j'ai tenu 1 an et demi, parce que déjà, c'était très intense. Et puis ensuite, j'avais quand même pas mal de déplacements à l'étranger. Et c'était assez difficile. Et justement, je me souviens d'une fois où je suis partie en Thaïlande. Donc, je suis partie en Thaïlande le lundi. Je suis revenue le vendredi. Et puis, bon, on est quand même crevé en venant le vendredi. Mais bon, je devais quand même revenir au boulot parce que comme on nous paye une classe business, c'est pour qu'on revienne au boulot l'après-midi, quoi. Donc voilà, pour rester 3 heures et faire exactement comme tu as dit tout à l'heure, faire du siège. Parce que bon, honnêtement, on est bon à rien, hein, après une nuit dans l'avion. Et puis samedi, dimanche, j'étais en cours. Et lundi, je repartais à Cuba. Et donc à l'autre bout de la planète. Et Cuba, en fait, on avait des chantiers et j'étais aussi responsable de la biodiversité. Et je devais labelliser un projet biodiversité en fonction du label. Et donc on m'amène sur place et c'était une île qui était vierge, qui était magnifique. Enfin, c'est exceptionnel. Et là, on me dit, bon, voilà, donc on va tout raser, on va construire un hôtel en béton, mais on va respecter les oiseaux, donc il faut que tu le labellises biodiversité. Et je suis rentrée de Cuba et je suis pas retournée au travail. Pour moi, ça, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Enfin, c'est vraiment, voilà, mon éthique et l'éthique de l'entreprise, les valeurs ne correspondaient plus du tout. Et je me dis, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et là, ça a été vraiment pas le clash, mais en tout cas, non, je pouvais pas y retourner, quoi. C'était juste. Donc, j'avais un chef à l'époque très sympa qui comprenait et il m'a dit t'inquiète, je vais négocier ta rupture conventionnelle. Donc, il a négocié. Ah ouais, et du coup, t'es jamais retournée? Alors, si, ils m'ont dit, il m'a dit qu'il avait réussi à négocier ma rupture conventionnelle, mais il fallait que je revienne 3 mois pour finir mes projets, etc. Mais en fait, à partir du moment où je sais que j'ai une date de fin, c'était OK pour moi de revenir 3 mois pour finir, préparer les choses. Voilà. Tu te sentais plus de cautionner ça, en fait. Oui, parce qu'en voilà, plus, c'était toi qui était un peu le tampon dessus, quoi. C'est ça. Donc, non, c'était fini, quoi. Ouais. Et comment ça t'était venu, du coup, la naturopathie? Ah, alors, donc, ce que je t'ai pas dit non plus, c'est que j'avais un certain nombre, en fait, de problèmes de santé.
pas très grave, mais plein de petits symptômes. Déjà, depuis toute petite, j'ai toujours eu mal au ventre. Et petite aussi, j'avais, je dirais pas des problèmes de poids, mais en tout cas, j'étais un peu... En fait, mon père, il m'appelait Bouboule, voilà. Donc j'étais un peu, on va dire, un peu dodue. Et comme je voulais absolument me faire aimer par mon père, parce que je n'avais aucune reconnaissance, donc c'est pour ça aussi peut-être que j'ai fait ingénieur, mais je me suis obligée à des régimes vraiment restrictifs et très très jeunes. Très très jeune. Je pense qu'à 10 ans, j'ai dû faire mon premier régime, etc. Enfin, voilà. Donc j'étais au top au niveau alimentation. En tout cas, je connaissais tous les régimes possibles et inimaginables. Donc je faisais très attention à mon alimentation. Et puis avec le travail, quand j'ai commencé, je ne sais pas à partir de combien de temps c'est venu, mais en tout cas les maux de ventre ont été de plus en plus importants. J'avais des problèmes aussi de fatigue. J'étais fatiguée tout le temps. J'avais du psoriasis. J'avais des boutons. Alors pas une grosse acné, mais voilà, j'avais toujours des boutons. Et puis le ventre, c'était vraiment horrible. Des fois, je ballonnais. On avait vraiment l'impression que j'étais enceinte. Et bon, j'étais allée voir plusieurs médecins, mais en fait, les médecins n'avaient pas de solution. Le psoriasis, on me proposait une crème, ok, donc la crème, je la mets, j'arrête la crème, ça revient. Les ballonnements, on me donnait du charbon, ok, c'est pareil, ça résout le problème sur l'instant, mais ça résout rien. Et j'avais une petite tension aussi. Et une petite tension qui était autour de, allez, 10, 6 quand ça allait bien, et 8 quand j'étais fatiguée. Donc c'est vraiment très bas. Et je me souviens, mon médecin m'avait dit à un moment donné, allez voir quelqu'un d'autre parce que moi, je ne sais pas ce que vous avez. C'est pas hyper rassurant, mais voilà, c'était des choses comme ça qui n'étaient pas très graves. Et un jour, en fait, en plus que j'étais vraiment pas bien dans mon travail, donc comme j'étais pas bien, on m'a donné des antidépresseurs. Et, euh, et un jour, il y a ma gynéco qui m'a appelé, qui m'a laissé un message en me disant rappelez-moi vite, c'est important, vous avez le cancer. Ok. Je me souviendrai de ce jour un peu toute ma vie. Ça fait très flipper en plus quand on vous dit ça sur répondeur. Donc je l'ai rappelé parce que moi tout allait bien. Enfin, j'étais pas très en forme, mais enfin, j'étais pas non plus. Jamais de la vie j'aurais imaginé que j'avais un cancer. Donc je l'appelle, etc. Et elle me dit oh là là, faut refaire d'autres examens parce que vous avez peut-être un cancer. Donc déjà ce qui est différent. Et c'était et voilà pour me dire que c'était important et surtout qu'il fallait que j'arrête de fumer. Parce qu'à l'époque, je fumais et j'avais une vie un petit peu en cacahuète, quoi. Comme j'étais pas heureuse dans le travail, j'étais pas heureuse dans ma vie perso, voilà, on me mettait sous antidépresseur. Après, je fumais. Enfin voilà, en fait, j'avais pas de sens à ma vie et rien n'avait de sens et c'était très difficile. Et du coup, je suis allée voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Ce que j'avais essayé par moi-même, mais sans réussir. Et ce qui est rigolo, c'est que je suis sortie de la première consultation et je me suis dit ah mais ça n'a pas du tout marché, j'étais consciente tout le temps, c'est n'importe quoi ce truc, j'y retournerai plus. Mais alors j'ai plus du tout eu envie de fumer et surtout le métier de naturopathie est apparu comme ça, comme une évidence. C'est comme si, en fait, l'hypnose avait fait ressortir tout mon inconscient, elle l'avait mis devant et avait dit eh oh, en fait, tu peux te permettre ça. Et voilà, comme j'avais été élevée avec la notion, il faut faire ingénieur, il faut avoir de l'argent, il faut un truc reconnu, etc. Bah, naturopathe, en fait, je ne me l'étais jamais autorisée et j'y avais jamais pensé. Et toi, tu étais allée voir des naturopathes, du coup? Oui, j'étais allée voir des naturopathes. Oui, avant, bah voilà, comme j'étais super fan, mais j'avais pas été convaincue parce que aucun n'avais réussi. Enfin, j'en étais allée en voir deux. Hein. Aucun n'avait réussi à résoudre mes problèmes non plus. Voilà. Parce que je me dis que pour avoir l'idée de faire ce métier, faut être allé une fois, je suppose. C'est tellement un nouveau métier. Et c'est vrai que du coup, ça n'a pas dû être évident pour tes parents, parce que j'imagine si eux, ils veulent des choses scientifiques, on est quand même dans un type de médecine qui est différent. Et comment ça s'est passé du coup avec ton entourage quand tu as commencé à l'école de naturopathie? Alors, à l'époque, j'avais plus de contact avec mes parents.
parce que il y a eu d'autres histoires de famille. Hein, je pense qu'il faudrait un autre podcast pour en parler et c'est pas très intéressant. Mais j'avais plus du tout de relation avec mes parents. Et en revanche, au niveau de mes amis, bah il y avait ceux qui étaient mitigés, mais qui me disaient mais vas-y si vraiment ça te plaît. Et il y avait ceux qui me soutenaient. Et alors au travail, au début, j'en ai pas trop parlé parce que je voulais pas que ça se sache, voilà, qu'on voit que je suis en reconversion. Mais quand j'ai commencé à en parler au travail, elle me dit mais t'es complètement folle, qu'est-ce que tu vas faire, tu perds tous tes avantages, tu vas voir, entrepreneur c'est difficile, t'as pas les congés payés, tu vas pas avoir ta voiture, enfin. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que souvent, je trouve que dans les réactions des entourages, il y a ceux qui, en fait, rêvent de changer de vie comme nous et du coup, qui sont très, voilà, ils encouragent. Et il y a ceux qui ont envie de le faire, mais en fait, ils disent que c'est impossible et donc, ils vont projeter toute leur peur sur nous. Et donc, c'est sûrement ça que tu as dû ressentir un petit peu aussi avec tes amis. Oui, mais ce qui a été flagrant, c'était pour mon pot de départ de l'entreprise. En fait, il y a eu plein de personnes, genre, qu'est-ce que t'es courageuse de faire ça. Mais pour moi, en fait, c'était pas du courage, c'était la voie. Il fallait vraiment que je le fasse. Ce qui était courageux, ça aurait été de rester là où j'étais. Et en fait, je serais morte à petit feu, quoi. Ouais, parce que je pense qu'aussi à un moment donné, c'est plus fort que nous, en fait. Oui, c'est Et, ça. et quand tu as commencé donc, ton école de naturopathie, donc, j'ai vu que ça durait 3 ans. Oui. J'étais assez surprise, c'est vrai, parce que je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long comme formation. Est-ce qu'il y a des formations plus courtes qui existent? Comment on finance? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu des conseils, par exemple, pour les auditeurs qui voudraient faire une école? Oui, alors il y a aujourd'hui énormément d'écoles de naturopathie qui ouvrent. À l'époque, j'étais sur Paris, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire voilà, les écoles qui étaient à Paris. Et en fait, comment j'ai trouvé mon école? Bah, au début, j'ai regardé enfin, les écoles qui étaient reconnues, parce que le métier de naturopathe aujourd'hui n'est pas reconnu. Donc voilà, tout le monde en fait peut se mettre une plaque de naturopathe et louer un cabinet et dire je fais des consultations de naturopathe. Hein. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, il y a une seule, on va dire, fédération, qui est la Fédération des écoles de naturopathie, qui regroupe un certain nombre d'écoles avec un cursus assez gros, avec 1200 heures de cours, plus énormément de pratiques, qui essaye de faire valoir le métier de naturopathe auprès de l'État afin qu'un jour, il y ait la reconnaissance voilà, du métier de naturopathe. Donc pour moi, c'était évident que j'aille dans une de ces écoles. Et puis après, il n'y en avait que 3 en région parisienne. Et pour faire mon choix, en fait, je suis allée voir sur des sites de naturo qui me donnaient envie et ils avaient tous fait la même école. Donc voilà, j'avais choisi mon école. Enfin, je suis allée quand même à la réunion, on va dire, d'information pour voir les lieux, etc. Et voilà, j'étais convaincue, mais j'ai quand même attendu 1 an pour m'inscrire parce que déjà c'était trop tard pour l'année en cours. C'était au mois de septembre, donc j'ai attendu jusqu'à l'année d'après. Et après, donc c'était un cursus sur 3 ans parce que c'était hors temps de travail, donc c'était samedi et dimanche. Donc samedi et dimanche sur 3 ans, avec une semaine par an, une semaine de stage, entourée des professeurs. Voilà, il y a d'autres cursus qui peuvent aller un peu plus vite dans cette école. Il y a un cursus sur 18 mois où c'est école 3 jours par semaine, mais quand même 18 mois. Mais oui, c'est intense. Et malheureusement, il y a certaines écoles qui ont un cursus hors ligne. Honnêtement, moi, je ne vois pas comment on peut être naturopathe derrière des PowerPoint ou derrière son écran sans avoir le contact, sans partager, sans voir le prof, etc. Je sais pas. Il y a énormément d'écoles qui sont pas fiables et j'ai énormément en fait de thérapeutes qui viennent me voir en me disant je me sens pas suffisamment formée, est-ce que tu peux m'aider? Et 2, j'ai beaucoup de clients qui viennent après avoir été chez des thérapeutes qui n'ont pas été assez bien formés, on va dire.
Ouais, puis c'est horrible parce que ça, du coup, ça dégrade complètement la profession. C'est un peu comme moi dans mon métier de créatrice de contenu maintenant. Bon, il y a créateur de contenu et créateur de contenu, et c'est vrai que du coup, après, on voit tous les mauvais et on se dit qu'en fait, c'est pas un métier fiable, justement. C'est ça. Donc j'imagine que ouais, ça doit être un vrai problème. Est-ce que tu peux nous dire depuis quand ça existe ce métier naturopathe, je veux dire tel qu'on le connaît maintenant avec le nom naturopathe? C'est assez récent, non, quand même? Non, c'est pas tout à fait récent. Pour pas, je pense que les premiers, parce qu'avant on appelait ça hygiéniste. En fait, c'était plutôt les Allemands, les hygiénistes allemands. Ça a été un petit peu importé des États-Unis en Angleterre, où il y avait ce mot-là. Et puis vraiment naturopathe comme on l'entend aujourd'hui, je pense dans les années 70-80. Ah oui, d'accord. Mm. Et toi, quand t'as commencé, t'as su tout de suite que c'était pour ton métier ou à la base c'était plutôt pour toi, pour te soigner? Non, c'était principalement pour en faire mon métier. Et en fait, alors j'ai appris à me soigner, mais pas grâce que à la naturopathie ou pas que grâce à mon école de naturo. En fait, quand on sort de l'école de naturo, au début, on croit qu'on sait tout faire, qu'on peut aider tout le monde, etc. Mais en fait, absolument pas du tout. Donc, c'est un peu, ça y est, vous avez l'autorisation pour passer à autre chose, quoi. Enfin, en tout cas, si vous le voulez. Et je me suis formée un peu plus dans d'autres. Je suis retournée à l'université. J'ai eu un diplôme universitaire à l'université de médecine de Grenoble. Et j'ai fait des séminaires aussi en médecine fonctionnelle et holistique. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu quand t'as commencé à l'exercer? Comment tu t'es sentie? Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement? Alors en fait, le vrai déclic ou vraiment ce qui m'a stimulée, c'est lors du premier stage de naturopathie. Donc ça faisait depuis septembre à juin qu'on était en cours. Et au mois de juillet, donc il y a une semaine de stage. Et la semaine de stage, c'est on part dans un hôtel en Belgique et on va s'occuper de gentils clients qui ont bien voulu venir là, qui payent le séjour, mais qui se font, on va dire, choyés par les étudiants en naturopathie. Et il y a toutes les années, donc il y a la première année, la deuxième année, la troisième année, et tous les professeurs qui sont là pour guider, etc. Et en fait, en accompagnant ces gentils clients sur une semaine, et même si mon rôle était petit, parce que voilà, on était dans des groupes, on était dans des équipes, mais en fait, je me suis rendu compte à quel point ça leur faisait du bien, et en une semaine, comment ils avaient progressé, évolué, etc. Et en fait, ouais, faire du bien aux gens, rendre leur sourire, etc. Ouais, je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Il y avait Ouais, vraiment quelque chose de concret par rapport à tout ça. Et ce concret, en plus, il correspondait à toutes mes valeurs qui sont la nature, l'alimentation, les plantes, etc. Donc, j'étais dans mon élément. oui, tu passais un peu de faire des rapports Oui, c'est à... ça. Les rapports extra-financiers, le Grenelle et compagnie, enfin, surtout montrer qu'on fait des choses alors qu'on n'en fait pas. Changer les chiffres. Ah ouais, mais ils sont moins bons que l'année dernière, donc est-ce que tu peux pas retourner la phrase pour qu'on puisse faire évoluer le chiffre dans notre faveur, etc. Enfin, Et alors, à quoi ça consiste ton métier maintenant? Parce que tu fais énormément de choses. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu toutes tes activités, ce que tu fais? alors j'ai de la consultation déjà au cabinet. J'ai mon cabinet à Antibes. J'ai des consultations en ligne. Donc pour le moment, on ne peut plus prendre rendez-vous. Voilà, parce que je suis complète, donc c'est super. Voilà. Et j'ai aussi une activité on va dire, sur les réseaux avec un programme en ligne et des e-books. J'ai également des ateliers que je fais en entreprise, où je vais un peu partout en France pour animer des ateliers autour principalement de la gestion du stress, ou la semaine dernière, j'en ai fait un sur alimentation et énergie, et des ateliers aussi un peu plus globaux sur, pareil, des choses sur lesquelles je me suis formée de développement personnel, par exemple la communication bienveillante, etc.
Et puis un petit peu de management, ça revient toujours un petit peu. Mais bon, j'arrive toujours à parler de naturopathie, même quand c'est un sujet management et communication bienveillante. Et alors, j'ai vu que toi, tu donnes des conseils pour gérer le stress. Alors, je pense que c'est un problème qui touche énormément de personnes. Oui. Alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour gérer le stress? Un truc facile à mettre en place et qu'on ne pense pas, en fait. Faire des respirations ventrales. Parce qu'en fait, notre système nerveux peut nous mettre que dans deux champs. Soit il nous met en mode stress, soit il nous met en mode relaxation. C'est pas nous qui décidons parce que c'est notre système nerveux autonome, donc qui se gère tout de suite. Donc, soit on est en stress, soit on est en mode relaxation. Donc déjà, on se dit, ah ouais, je me sentais pas en stress, mais en fait, comme je suis pas en relaxation, ça veut dire que je suis en stress. Bon. Et le seul moyen, la seule technique qu'on ait pour passer de ce moyen de stress à relaxation, c'est de respirer avec le ventre. Donc juste une fois par jour ou plus si possible, prendre une pause de 3 minutes et s'allonger et suivre sa respiration et respirer avec le ventre, vous allez voir que vous allez tout de suite être beaucoup plus calme et aussi beaucoup plus performant, les idées plus claires, etc. Ça, c'est vraiment hyper important. Vous pouvez le faire le matin au lever, vous pouvez le faire avant de manger, vous pouvez le faire même quand vous allez aux toilettes. Voilà, c'est votre pause où vous êtes dans un cocon. Bah, au moins, on peut pas nous déranger. Mais respirer avec le ventre, c'est hyper important. On va avoir l'impression que c'est un petit ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Et c'est vrai que tout de suite, ça calme parce que on prend le temps, en fait, quand on est un peu speed. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est vrai que nos vies sont très stressantes d'une manière générale. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a surprise dans le métier de naturopathe, dans le sens où, avant de faire ce métier, tu t'attendais pas forcément à ce qu'il soit comme ça, en bien ou en mal? Oui. Alors en bien, en fait, je m'attendais pas à toucher autant de techniques. C'est vrai que dans mon école de naturopathie, on a touché. En fait, le naturopathe, moi, je pensais que ça s'occupait que de l'alimentation et des plantes, quoi. Mais en fait, pas du tout. On a l'exercice physique, on a la respiration, on a les techniques de réflexologie, on a le massage, on a les huiles essentielles. Enfin, on a énormément de techniques. Donc ça m'a un petit peu surprise, voilà. Après, ce qui m'a un petit peu déçue, c'est en fait dans la pratique où en fait on se rend compte qu'on a envie d'aider les gens parce qu'on sait qu'il y a des petites choses qui vont les aider, etc. Donc surtout en fait au début, quand on est même encore étudiant naturo, quand on voit les amis, la façon dont ils mangent, qu'est-ce qu'ils font, etc. On leur donne des techniques, machin, etc. Et en fait, je suis hyper déçue parce que les gens ils appliquent pas. Et c'est pareil au cabinet en fait. Quand un client vient pas me revoir, bah, alors je dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, mais souvent c'est parce qu'il a pas appliqué les conseils. Et t'es frustrée en fait un peu. Oui, c'est ça, c'est de la frustration parce que en fait il y a les solutions qui existent, elles sont là. En plus la personne fait la démarche de venir pour avoir les solutions, mais il ou elle n'est pas encore prête à les mettre en place. Ouais. C'est vrai que je pense qu'après, dans tous les domaines, hein, moi, c'est vrai que même par exemple, en tant que reconvertie, j'ai du mal à supporter de voir des gens qui me disent je n'aime pas mon travail en fait. Parce que je me dis, bah, c'est facile en fait, tu peux changer de travail. Et il y a un côté un peu où je me sens frustrée de ça. Je me dis, mais voilà, tu peux prendre ta vie en main, tu peux faire autre chose, c'est possible. Et c'est pour ça que j'ai créé Oser la reconversion, pour montrer que c'est possible. Parce que bah, dans mon entourage, voilà, j'ai plein d'amis avocats qui n'aiment pas leur travail, tout ça. Et en fait, finalement, je me rends compte que on peut pas vraiment donner nos leçons à d'autres gens. Bon, dans le sens, on peut pas partager vraiment notre expérience. En fait, c'est à chacun de le vivre. Et c'est vrai que c'est un côté très frustrant. Oui. Ce côté un peu, on peut pas les amener au point où on est immédiatement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, oui. Bah, en fait, notre directeur d'école disait qu'en première année, on était des chenilles et en troisième année, on est des papillons. Mais c'est vrai qu'il y a un bouleversement qui se fait pendant cette transformation, en fait, en devenant naturopathe, à laquelle, pareil, je m'attendais pas du tout, en fait. Je me suis épanouie, j'ai pris confiance en moi, enfin, je me sentais vraiment bien. Et puis,
Et puis, j'étais pas la seule. Il y a beaucoup de personnes aussi. Il y a eu beaucoup de chamboulements parce que la reconversion, bah, alors je sais pas toi, mais enfin, faut être accompagné en tout cas. Alors moi, j'étais toute seule, donc ça allait. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait de la reconversion de naturopathie et qui sont séparées de leur conjoint, par exemple. Là où il y a eu beaucoup de bouleversements dans leur vie, en fait. Ça met, on va dire, ça met ouais, ça met l'heure en place. Oui, j'en avais parlé justement avec des précédents invités. Et c'est vrai que je pense qu'en fait, c'est soit on est soutenu par notre conjoint et dans ce cas, c'est génial. Ou soit, en fait, non, on n'est pas soutenu et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y a souvent des séparations. Après, je pense que il y a aussi le côté se reconvertir, c'est un peu devenir soi-même, être enfin aligné avec soi. Et je pense que justement, s'il y a des séparations, c'est qu'en fait, la personne, en fait, est... Parce que j'avais une invitée qui m'avait dit ça, en fait, elle m'avait dit, mais voilà, donc je me suis séparée de mon mari, et puis elle racontait, et puis elle disait, mais en fait, mais c'est ça la vraie, la vraie moi, c'est Oui. elle, c'était pas celle d'avant. Et en fait, je pense qu'il y a ce côté-là un peu, en fait, où peut-être la personne ne comprend pas, mais en fait, c'est qu'elle connaissait pas forcément son conjoint, quoi. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais souvent, en fait, on reproduit le modèle de nos parents, quoi, hein, tout simplement. Et c'était peut-être pas un modèle. Ouais. Après, je pense que finalement, en fait, se reconvertir, c'est une vraie émancipation parce que il y a le côté, justement, s'émanciper du modèle, peut-être un peu avoir ses propres valeurs, enfin, dans le sens où on se réinvente notre propre vie, parce que finalement, le travail, c'est quand même hyper important. Oui. Et je pense que de voir qu'en fait, on peut changer de métier, on se rend compte qu'on peut tout faire, que tout est possible, et du coup, on n'a plus envie d'avoir des trucs qui ne vont pas avec nous, en fait. Complètement. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, par exemple, moi, j'ai plus envie de contraintes. Enfin, voilà, j'ai plus envie d'avoir un chef qui me donne des ordres. Voilà. Mais oui, au moins, ouais, on est complètement aligné et beaucoup plus épanoui. Et est-ce que toi, tu as des conseils pour quand on fait un métier, tu vois, par exemple, naturopathe, il peut avoir d'un peu des préjugés, tu vois, un petit peu critiques, dans le sens où c'est pas médecin. Tu vois ce que je veux dire? Un peu comme personnellement, en tant que créateur de contenu, tu vois, j'ai eu pas mal de critiques aussi. C'est pas vraiment un métier. Enfin, tu vois un peu. Est-ce que tu as des conseils, par exemple, pour des auditeurs qui veulent faire un métier un peu comme cela, tu vois, qui sont pas forcément traditionnels, on va dire? Comment tu as fait, toi, pour dépasser un peu toutes ces critiques? Alors, si j'en ai eu, je m'en souviens plus. Voir à tel point j'étais focus là-dedans. Et non, en général, les gens qui critiquent, en fait, c'est des gens qui sont mal à l'aise par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas osé ou ils auraient aimé le faire ou faire quelque chose, voilà, un petit peu dans ce style et qu'ils n'ont pas pu ou en tout cas ils ne se sont pas donné les moyens. Mais je pense que la naturopathie, en tout cas, c'est un métier qui est plein d'avenir et il y a énormément aujourd'hui de personnes qui se tournent vers la naturopathie. Ouais, c'est sûr, on en entend de plus en plus parler. Comme ça devient connu, je pense qu'il y a moins de critiques aussi. Il n'y a plus les trucs de grand-mère. Oui, avant, on pouvait appeler ça un peu comme les trucs de grand-mère, etc. Mais non, c'est pas que ça. Ça va beaucoup plus loin. Et est-ce que tu aurais des conseils pour comment trouver ses premiers clients quand on veut être naturopathe? Parce que toi, tu dis que maintenant, tu es complète. Est-ce que tu as des petits tips comme ça? Alors, faut investir. Ça, c'est la base. Faut se faire accompagner. Faut bien s'entourer. Il faut surtout pas imaginer qu'avec des cartes de visite, une plaque et un site internet, on va attirer les clients. Ça marche pas comme ça. Faut être patient. En fait, c'est long. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux hein, voilà, qui nous font connaître. Ça, c'est hyper important. Le nombre de naturopathes que je connais qui veulent pas se montrer, qui veulent pas parler, ou alors qui osent pas tout simplement parce qu'ils se disent non, non, je suis pas assez bon, etc. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'attendre un summum ou je sais pas d'être hyper calé en un sujet pour pouvoir commencer à donner des conseils. Et surtout, on se rend pas compte, mais en fait, souvent, on en sait plus que ce qu'on pense, tu vois. Oui, c'est ça, c'est On exactement a ça. l'impression que tout le monde le sait, mais en fait, pas du tout. Mm.
Oui, c'est pour ça que même les choses les plus simples, bah, chez énormément de personnes, ça pourrait faire effet. Ouais. Tu es heureuse aujourd'hui dans ton métier, dans ta vie? Ça se voit pas. C'est vrai que j'ai hésité à poser la question, mais justement, ça fait plaisir à voir et on a envie d'en savoir un peu plus. Oui, non, oui, je suis super heureuse, je suis super épanouie, et puis comme ça marche super. Euh, alors sans vendre du rose, etc. Il y a eu des moments qui ont été difficiles. Hein. Il y a eu des moments, voilà, la première année, c'est clairement difficile. Hein. Je me souviens d'un soir où j'ai un peu pété les plombs et j'ai pleuré. Et j'ai dit, il y a personne qui vient au cabinet, etc. Mais voilà, il faut s'entourer. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai pris les choses en main, je me suis fait entourer, je me suis fait accompagner pour refaire mon site web, pour avoir des notions en marketing, communication, etc. Et puis après, ça a augmenté au fur et à mesure, et voilà. Et non, c'est super. Et quand, oui, on fait un métier qu'on aime, on est aligné, on aide les gens, et enfin, c'est comment ne pas être heureux, quoi. C'est vrai que ça, c'est un super conseil, je trouve, de dire que ça prend du temps. Si on veut construire quelque chose de stable aussi, je pense, qui dure, Mm. pas juste un truc un peu éphémère, bah, c'est sûr que ça prend du temps. Oui. Et je pense que c'est vraiment bien de se dire que justement, faut être patient et qu'en fait, après, le travail paye en fait Oui. toujours et que c'est justement quand ça paye pas, c'est que peut-être les gens se sont découragés trop vite. Oui, c'est exactement ça. Et puis, il y a une notion aussi en fait, bien réfléchir à son projet au début. Parce que ça, c'est hyper difficile, parce que c'est vrai qu'en naturopathie, à la fin, bah, on peut tout faire. Finalement, il y a énormément de personnes qui veulent qui veulent faire du cabinet. Alors, c'est bien le cabinet, mais je conseille de ne pas faire que ça. Il faut se diversifier, ça aussi, c'est la clé. Et surtout, voilà, essayez au début de voir vraiment qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui colle, voilà, peut-être des spécialités, peut-être des choses, mais bien prendre le temps en fait de réfléchir à sa stratégie, même si elle va évoluer par la suite, mais en tout cas c'est important. Et pour réfléchir justement à sa stratégie, tu conseilles quoi? Tester un peu Je pense qu'il faut réellement se faire accompagner par des personnes en vrai, ou en tout cas voilà des programmes en ligne. Mais oui, il faut se faire accompagner. Le problème des écoles de naturopathie, c'est que ça forme pour devenir naturopathe, mais ça forme pas du tout au métier d'entrepreneur, ni comment vendre, ni au marketing, ni comment monter sa boîte, etc. quoi. Donc c'est important justement d'investir, voilà, se faire aider. Aujourd'hui, il y a plein de formations qui se créent justement sur le sujet, et je trouve ça hyper important. Ouais, c'est vrai que c'est un conseil qui revient souvent dans ce podcast où en fait, on a l'impression que, par exemple, on a l'impression que toi, ton métier, c'est de recevoir des gens et de donner des conseils de naturopathie, mais ton métier, en fait, aussi, c'est aussi de communiquer, trouver des clients, et ça, on s'en rend pas compte, en fait. Oui, c'est ça. C'est la base en fait. Faut toujours, toujours, toujours. Parce que avant, le naturopathe fonctionnait du bouche à oreille, mais le bouche à oreille, ça fonctionne, hein, mais ça met énormément de temps. Ça met énormément de temps, le bouche à oreille. Donc il faut s'adapter en fait notre environnement, avec Instagram, avec Facebook, avec voilà, YouTube, avec les réseaux finalement où les gens vont aller. C'est vrai que c'est marrant que tu parles du bouche à oreille parce qu'à chaque fois, les gens me disent le bouche à oreille. À chaque fois, je me dis, mais moi, le bouche à oreille, personnellement, j'ai jamais l'impression que ça a marché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si, c'est hyper long. C'est très, très long. Ouais. Ça peut mettre 2 ans. Hein. Ah, il y a eu telle cliente qui est venue vous voir, elle vous a dit que c'était bien. Alors au début, je m'en souviens pas du tout, et après je recherche dans les papiers. Ah ouais, elle était venue me voir il y a 2 ans et demi. Ok, super. Donc, et puis pareil, le métier de naturopathe, en fait, il n'y a jamais d'urgence. Alors si, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est très urgent et qu'il faut absolument un rendez-vous, mais en fait, il y a pas cette notion d'urgence. Si c'est urgent, on va voir le médecin, on va pas voir le naturopathe. Voilà. Ce qui est aussi la différence entre le naturopathe et le médecin. Le naturopathe est plus dans la prévention, le médecin est plus dans la guérison du problème de santé. Mais voilà, on n'est pas dans l'urgence. Donc les personnes se disent toujours, ah bah, comme c'est pas urgent, bah, j'irai plus tard, ou j'irai après les vacances, ou j'irai après Noël, j'irai après les bonnes résolutions. Et en fait, voilà.
Alors, est-ce que tu as des projets, toi, pour, je sais pas, 5-10 ans pour ton activité? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Alors 5-10 ans, ça me paraît énormément loin. Mais oui, j'ai plein de projets qui sont en cours. Donc un qui est hyper excitant et qui devrait normalement sortir au mois de septembre. C'est la raison pour laquelle non plus je prends plus de consultations. Et le mois de septembre va être très riche en événements. Bon, je mettrai tous tes réseaux pour qu'on puisse suivre tout ça. Alors, dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Bah, c'est se sentir épanoui. Se sentir épanoui et être aligné, quoi. Et est-ce que tu aurais, toi, un conseil à te donner si tu pouvais revenir en arrière? Bah, voilà, encore une fois, je pense que j'ai pas osé investir et dépenser de l'argent parce qu'une école de naturopathie, c'est un budget quand même assez conséquent. Moi, c'est comment dire, c'est la rupture conventionnelle, voilà, qui m'a permis de financer en partie l'école de naturopathie. Et oui, non, ça coûte cher. Donc après, en plus, on a peur. Moi, j'avais Pôle emploi, donc je me dis, oh, je garde mes sous parce que je sais pas ce que ça va devenir. Et du coup, j'ai pas investi. Mais j'aurais dû investir, je pense, voilà, encore une fois, me faire accompagner par les bonnes personnes. Mais faut savoir qui c'est. Mais voilà, peut-être j'aurais pu demander à un naturopathe qui est déjà installé, qui s'en sortait bien. J'aurais pu lui demander des conseils. Peut-être que ça m'aurait sûrement aidé. Oui, s'entourer en fait. Oui, c'est ça. Ouais, bien s'entourer et se renseigner. Et c'est chouette parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup contactée par des futurs naturopathes ou naturopathes étudiants. Et je tiens à cœur quand même de leur répondre. Alors aujourd'hui, je peux encore tous leur répondre. J'espère que ce sera encore le cas tout le temps. Mais oui, c'est important, je trouve, d'avoir un retour. Et surtout, faut pas avoir peur. Oui, ça c'est sûr, faut pas avoir peur de demander parce qu'en fait, en général, on adore donner des conseils puisqu'on se revoit et puis on se dit j'aurais tellement aimé avoir ces conseils. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Un grand merci Julie, franchement c'était génial d'avoir tous tes conseils. Donc je mettrai tous tes réseaux, ton site, ton Instagram pour que les auditeurs puissent aller te voir. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup Claire-Vie, c'était très chouette. Je suis très heureuse de partager ce podcast avec toi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.